تمزورث نسوفيسك دكتور سعدي. نكيني ذا مغناس الماك مغناس الماك ماشي لي بيرتورباتور. نكيني شوي دكتور en linguistique de formation أصغر ليساوي ثقي إذا ليساوي. الكونستا كي دخل الدكتور سعدي ذاين لان ماشي ذاين انزماد نوري لا ماشي كنت بغوتي لي تسواث ثمورث نكينا دا واش طاح الديبار ثمورث القبائل خاطر تسواثاكيا ثمورث قبائليا مازالت تسداو لوتوريتي الجزائر دونك الى كانت كي ساسكاسيه كي نتسرثيث سكود لي حاله كاثذو كاثقيم اكن يبغي لي الحال أسنجالة تبض on a démocratisé l'Algérie. Asnjala on a organisé des élections justes, des élections législatives justes, transparentes, démocratiques. Ashhal les députés Adiasan Sithmour al-Qbaïl. Ashhal les députés Aïlin, c'est des arabo-islamistes entre nationalistes arabes, nationalistes algériens dans le sens actuel du terme, islamistes. Les députés kabyles vont servir de porte-voix. On n'a pas le nombre de voix. Le Liban comme exemple. Le Liban a imposé une règle entre les chrétiens et les musulmans. Le président, il faut qu'il soit chrétien, le Premier ministre, il faut qu'il soit musulman, ou vice-versa. En tout cas, il n'y a pas de concentration des deux pouvoirs entre la même religion, entre les mains d'une personne issue de la même religion. On ne pourra pas imposer une règle pareille en Algérie. L'exception kabyle est indéniable. L'exception kabyle, qu'elle soit politique, qu'elle soit culturelle, qu'elle soit identitaire. Ma question, Dr Saadi, au fond de vous-même, ne pensez-vous pas que l'Algérie représente un boulet lourd qui est attaché au pied de la Kabylie et qui l'empêche de progresser? Fenmir. Bienvenue déjà. Ma question est toute simple. On parle toujours de désobéissance civile. J'aimerais bien savoir de quoi il s'agit. C'est tout et merci. Troisième intervenant, merci beaucoup, monsieur. Ramdan Joudad. Je remercie le Dr Saadi pour sa présentation, ça a été très intéressant. Ma question est extrêmement simple. Ma question est relativement simple. Si on dit qu'actuellement il y a 3 forces qui concourent à l'état actuel, vous avez d'un côté les militaires en Algérie, vous avez d'un autre côté l'étranger et l'Ouest, je dirais les États de l'Ouest, et vous avez d'un autre côté les États du Moyen-Orient. Comment envisager une sortie de crise sans tenir en compte les 2 forces extérieures? C'est-à-dire, comment envisager une sortie de crise juste en focalisant sur ce qui doit se passer en Algérie? Et puis le deuxième élément, c'est que même au Moyen-Orient, le Qatar n'est pas comme les Émirats arabes unis. Ce sont des forces qui sont opposées dans la lutte politique. Comment jouer sur ça pour essayer de juguler, je dirais, l'emprise des Émirats ou de l'Égypte sur la situation politique en Algérie? C'est tout, merci. Merci beaucoup. Bon, d'abord, pour répondre au premier intervenant, moi je n'ai jamais dit que les militants du MAC étaient des perturbateurs, même s'il m'est arrivé d'enregistrer certains de leurs comme des perturbateurs dans mes conférences. Je ne suis pas là pour généraliser. Ceux qui veulent s'exprimer librement, comme vous venez de le faire, sont toujours les bienvenus dans mes conférences. Maintenant, la question que vous posez peut vous être renvoyée avec la même clarté. Lorsque vous énoncez un vœu, un souhait, qui peut être entendu, accepté, etc., il faut quand même, quand on fait de la politique, il ne s'agit pas de lancer des slogans en l'air, d'embarquer des communautés dans des envies qui peuvent être légitimes et de ne pas décliner les méthodes, l'agenda, les alliances, les procédures, les implications, les appuis qui sont susceptibles de donner consistance, évolution et crédibilité à une démarche. Mais vous ne pouvez pas empêcher les Kabyles de se poser ce genre de questions.
Alors quand on vous dit qu'il y a une exception kabyle en Algérie, merci, je suis né là-bas. Je suis un peu payé pour avoir souligné cette exemplarité, mais intellectuellement, alors je vous renvoie à la question. Vous ne pouvez pas, avec le niveau qui est le vôtre, ne pas intégrer l'idée sur le plan de la conceptualité qu'il y a une exception Touareg, qu'il y a une exception Mozabite. Je parle de zones où j'ai passé du temps, parce que j'ai été les écouter, j'ai vécu avec eux. Et même qu'il y a une exception Chaoui, qu'il y a une exception du sud. Je vais vous dire. Il m'est arrivé un jour, pour des raisons familiales, de me retrouver à côté de Béchar. Il y a une oasis, très belle oasis. Un des chefs de tribu qui était là-bas, ayant appris, il s'appelle Tarit, hein, je ne sais pas si c'est... Il a demandé à me voir. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, je ne connaissais pas le nom, je ne savais pas qui il était, je ne savais même pas pourquoi il voulait me voir. Et il me dit, parce que pour eux, quand tu es en ville, tu n'es pas au Sahara. J'ai dit quoi? Puis j'ai pris un peu le temps de voir quelques amis dans l'hôtel s'ils connaissaient. On m'a dit que c'est un monsieur assez respectable et qui surtout avait l'oreille d'un certain nombre effectivement de tribus locales. Je me suis retrouvé à côté d'Igli, en pleine nuit, parmi les dunes, dans des tentes, un mchoui, enfin vous connaissez le truc, et il y avait une quarantaine de personnes, tous des hommes. Je ne savais pas trop quoi dire parce que je ne connaissais personne. Je voulais surtout savoir pourquoi ils m'avaient appelé et qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Donc je donnais des réponses générales. Je faisais dans la langue de bois, ce qui ne me ressemble pas beaucoup, en attendant d'y voir un peu clair. Et puis il m'a dit, docteur, vous pouvez parler à Dougatawaï. Tous ces gens-là sont les miens, c'est de l'autre. Et finalement, il parlait même Tamazight Nindina, Tashlhith. Et puis il me dit, Andasdou, sachant que je venais d'Alger. J'ai dit, je n'en sais strictement rien, on peut partager la question. Et il me dit ceci, vous savez, ici c'est-à-dire dans la région de Béchar, hein, de plus en plus de gens sont en train de se rappeler qu'au début du siècle, c'est-à-dire du siècle passé, hein, cette région était marocaine. On ne peut plus vivre à la périphérie d'un pouvoir qui non seulement nous ignore, mais nous nie. Tout ça pour vous dire que quelqu'un qui a été écrasé par un gendarme, un chef de daïra qui fait le barbeau, je comprends qu'il a réagi, c'est qu'il y a des koufers, etc. Mais vous ne pouvez pas ignorer l'humus politique dans lequel évolue le pays. Vous ne pouvez pas nier, même si la Kabylie a effectivement, dans ce que vous appelez la spécificité, une plus-value. Le curseur, effectivement, pour des raisons historiques, sociologiques, migratoires, la Kabylie a toujours un rôle particulier dans l'histoire du pays, mais vous ne pouvez pas ignorer, néantiser, occulter ce qui est une réalité nationale. Et au moment où je vous parle, à Kéguine, dans le cadre de cette révolution en cours, il y a des discussions sur la régionalisation d'Annaba. À mon avis, je vous concède que c'est aussi parce que c'est là-bas que Gaïd Salah a fait les plus grands abus. Hein. Mais c'est un vrai débat. Il y a la même discussion dans le Grand Sud. Je ne sais pas si vous avez suivi, je ne voudrais pas dire de bêtises, même qu'il y a 2 ans de cela, il y a eu une histoire du gaz de schiste. Alors les Français votent une loi pour interdire l'exploitation du gaz de schiste chez eux, et ils nous expliquent qu'on est des énormes. Si jamais ils le font, ça va être un parfum pour nous. Il y a plus de 100 000 personnes du Sud qui se sont mobilisées, alors Adrar, Ain Salah, etc., pour refuser cet arbitraire qui leur était imposé à eux aussi. Et je peux vous donner des exemples à n'en plus finir. J'ai entendu, moi-même au Argla, on n'accepterait plus ça. Ils disaient, pour dire que les hydrocarbures sont chez eux, mais que les populations n'en bénéficient pas. Le bgaraf Sahara ou le halib fettel. Ça peut dire clairement, la vache est dans le désert, mais le lait coule au terre, c'est-à-dire au nord. Hein.
Donc il faut peut-être savoir ne pas se laisser aveugler. Vous voulez que je vous donne le nombre de fois où j'ai été victime d'anticabilisme? J'ai sillonné l'Algérie du nord au sud. J'ai fait des meetings dans toutes les villes d'Algérie. J'ai rarement entendu une critique sur le plan politique, programmatique. En arrière-fond, c'est toujours l'anticabilisme, etc. Mais il y a un petit ouelek, il y a un petit mais qui intervient, qui veut dire l'acte de naissance, ce serait bien. Je suis dupe de rien. Mais je n'ai pas le droit de tirer vers le bas quand on est en charge d'une responsabilité qui plus est. On prétend à vouloir ouvrir des perspectives pour une communauté et biaiser le débat, le caricaturer, le transformer en slogan. Dans le café, ça ne me gêne pas. Etc. Mais j'invite à débattre. Cela étant dit, je vous salue parce que là au moins, votre intervention était apaisée et c'est tout à l'honneur du Congrès des Kabyles du Canada que le débat contradictoire se fasse de manière apaisée. Alors vous me dites, si jamais il y a des élections démocratiques, jamais, au grand jamais, l'idée d'une véritable équité parlementaire, démocratie ne s'installera. D'abord, j'ai appris à ne jamais dire jamais en politique. Et puis, je suis un peu plus vieux que vous. Moi, j'ai vécu une époque où on avait dit, où Boumediene avait fait écrire dans la Constitution que le parti unique était une option irréversible. Il n'y a pas plus haut, vous le savez très bien, que la loi constitutionnelle d'un pays. Toutes les autres lois en découlent. Eh bien, le parti unique a été fracassé. J'appartiens à une génération où il était écrit dans la Constitution que le socialisme est une option irréversible. Apparemment, vous êtes matheux, donc vous savez ce que c'est qu'irréversible. Ça veut dire inaccessible à toute forme d'altérité ou de changement. Je sais que je ne vous convaincrai pas. Il y a, au moment où je vous parle, un jeune de Mascara qui est en prison parce qu'il a sorti l'emblème Amazigh. Machida Qbaili. Machida Qbaili. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas. S'il vous plaît, on évite le débat. Qu'il soit libéré, c'est pas grave. Non, mais c'est pour vous dire que ces gens qui disaient de nous en 80, moi, ma grand-mère est enterrée à Oran. Ok? En plus, son nom c'est Ahmed. En 80, la maison de mon oncle allait être brûlée avec mes parents, ma grand-mère et mes cousins dedans. Il y a des gens d'Oran qui ont brandi l'emblème Amazigh. Un président d'un club sportif de l'Ouest, je parle sous le contrôle d'un de vos collègues émigrés comme vous, est sorti avec sa femme, la femme portait le drapeau algérien, il portait le drapeau Amazigh. Donc ne dites pas que rien ne va bouger. Ne dites pas que les choses sont définitivement givrées. C'est une question de culture, c'est une question de citoyenneté. Lorsque le citoyen est éduqué, lorsqu'il est formé, lorsqu'il est averti des risques et des lois, des droits et des devoirs, il n'y a pas de raison que l'Algérien, comme tous les autres, ne puisse pas s'élever vers un mode d'organisation civique, politique et institutionnelle qui fasse place à tout le monde. Alors maintenant, si vous avez une formule qui vous permet de donner crédit, efficacité et finalité à votre démarche, moi je demande qu'à être convaincu. Mais en fait, c'est un débat. Voilà, je vous remercie d'avoir posé votre question. Alors, deuxième question, elle était courte et claire. Qu'est-ce que veut dire la désobéissance civile? La désobéissance civile se justifie lorsque le pouvoir, lorsque le groupe qui se saisit du pouvoir se met lui-même hors la loi. Je viens de vous dire très clairement qu'au moment où nous parlons, le gouvernement, le chef de l'État par intérim sont hors la loi. Aucune disposition de la Constitution algérienne ne donne le droit à un militaire de prolonger le mandat d'un chef de l'État au-delà de 3 mois. Or, ces 3 mois ont été épuisés, consommés le 9 juillet. Donc, ce sont les gens qui ont confisqué le pouvoir qui se sont mis hors la loi. À partir de ce moment-là, il est légitime que le citoyen, il est même de son devoir, que le citoyen trouve les méthodes les plus adaptées pour contraindre le tuteur, l'auteur de l'arbitraire, à revenir vers des normes de droit. On peut refuser de payer l'impôt,
On peut refuser, décider de ne pas payer, je dis comme ça, des vignettes de voiture. On peut décider de ne pas répondre aux convocations de la justice, etc., etc. Ça ne veut pas dire désobéissance civile, ça ne veut pas dire casser, au contraire. C'est trouver les méthodes les plus contraignantes, qui soient pacifiques, mais qui soient efficaces et politiquement parlantes. Il y en a d'autres, hein, je peux vous en citer plein. J'espère que vous n'avez pas compris que désobéissance civile veut dire violence. Même le kufr à la kulli hal. Alors comment évacuer les partis de l'étranger qui pèsent là-bas? Au moment où je vous parle, le chantage sur des dirigeants algériens de la part de certain nombre de pétromonarchies est réel. La seule manière d'éviter que ce chantage devienne une emprise politique sur le pays, c'est de continuer la mobilisation citoyenne. Et d'ailleurs, je vous signale, je ne sais pas si vous réussissez à suivre dans les détails ce qui se dit dans les manifestants, la dénonciation de l'emprise des Émiratis, ce sont des slogans permanents dans la rue, y compris contre le chef d'état-major. Hein. C'est déjà une manière, quand on dénonce quelque chose, c'est déjà une manière de réduire la nuisance du phénomène, voire même de le neutraliser. Mais si le citoyen réussit à construire cet espace dans lequel il va formuler, mettre en musique la partition démocratique qui pour l'instant est dans la rue, je suis persuadé qu'aucune puissance étrangère ne pourra s'imposer à un pouvoir légitime et démocratique. Ce qui est plus préoccupant, et là Bouteflika est un exemple de ce truc-là, c'est plus le pouvoir est illégitime, plus il fait des concessions économiques, diplomatiques et même de souveraineté pour pouvoir se faire accepter par ses tuteurs. Je ne sais pas si je me suis fait expliquer ça. Je sais que c'est paradoxal, hein, ce que je dis. Plus un pouvoir manque d'assurance, manque d'assises vis-à-vis de sa population, plus il va chercher des soutiens à l'extérieur pour pouvoir s'imposer à la population. C'est une réalité. Et donc la seule manière de limiter, voire même d'éliminer les risques de mise sous tutelle du pays par l'étranger, c'est de continuer la dynamique actuelle qui fait que l'Algérien décide de prendre en charge son destin. C'est juste, voilà, donc la chose, voilà ça. Donc comme d'habitude, voilà sur Facebook. Et puis voilà le Busné, l'équipe nationale. Et puis voilà, donc je ne sais pas, on est le drapeau de la Palestine. Sur, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc il y avait un joueur de l'équipe nationale qui a fait le drapeau de la Palestine. Alors que donc, nous militons kabyles sur le drapeau berbère à Nid el-Hafs. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que c'est une insulte? C'est une menace sur le? Et puis, qu'est-ce que vous pensez des Kabyles qui soutiennent voilà, donc, le drapeau de la Palestine? L'autre question, est-ce que vous avez supporté l'équipe nationale d'Algérie, la Coupe d'Afrique? Est-ce que vous avez supporté l'équipe nationale, la Coupe d'Afrique? Merci beaucoup. Est-ce que deuxième intervenant, votre nom, s'il vous plaît. رشيد زلفلك الدكتور سعدي عزلمين كذا غورنا اوتاوا بعد دينا كانت ند سجلنا في لا ترانزيسيون زعما تفاكي واحد سكواس ان كاكات ولا كثيره سول تيران ديال الموفمون او لي بروبوزيسيون نيفو دي بارتي بوليتيك نسى لا موفونس démocratique de ce côté-là les sous-traitants de ce régime militaire actuellement ils ont fait alliance indirecte les islamistes et les satellites d'avant FLN reste de ce côté-là. Est-ce que c'est pas le moment aussi pour la mouvance démocratique de penser, parce que c'est une transition de Souguès, on va aller à les élections après. Est-ce que c'est pas le moment aussi de ne pas penser la mouvance démocratique à Khammen, Amkharat Svedden, Yiwen, Ariqavlen, وإذا هيك ساقي au moins on aura une chance avec la dynamique qui le terrain c'est un demande d'un état civil qu'un état militaire donc quand même il y a des idées démocratiques sur le terrain au moins on va essayer de peut-être on va faire le balancement Tanmir. Bonjour docteur, félicitations pour la conférence, c'était vraiment intéressant. Et ça fait mal de voir justement Jaïbed Mchini dans les conférences ici, alors que les présidents, les ministres, c'est n'a pas de
Donc, ma question, ça a l'armée en tant qu'entité. Donc, voilà, c'est quoi la réalité quand tu parles de l'armée, l'état-major, la troupe, les unités opérationnelles et si tu as des éléments, les perspectives dans les forces en présence dans cette institution-là et quelles possibilités d'évolution dans le court terme ou le moyen terme. Merci. Merci beaucoup. On passe aux réponses. Et vous cachez, je n'ai vu aucun match. J'ai été un grand footballeur. J'ai vu Google la GSK parce que pour lui, le football, c'est toujours mais je suis content pour la jeunesse algérienne que cette équipe ait gagné, même si je sais très bien que c'est un troufion, un militaire qu'on leur a envoyé sur le terrain, l'attaché militaire, ça c'est du Gaïd Salah. Hein. Ceux qui n'ont pas compris quelles sont ses intentions, ils n'ont pas besoin d'interprète. Au moins, il a la franchise d'annoncer la couleur. Je sais, à l'intérieur même, que beaucoup de joueurs ont été choqués. Alors vous pouvez me dire, ils n'avaient qu'à l'insulter, ils n'avaient qu'à pas. Ils ne l'ont pas fait. Non. Je ne sais pas si vous avez regardé, puisque vous voyez souvent les images, lorsque le militaire est rentré sur le terrain, la tête d'un certain nombre de joueurs, c'est une tête de deuil, ce n'est pas une tête de jeunes qui ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Pour un joueur, il faut savoir ce que c'est que la Coupe d'Afrique des Nations, c'est un trophée qui compte dans la carrière d'un footballeur. Je ne sais pas si vous avez entendu aussi quelques joueurs qui ont dit « nous jouons pour le peuple algérien ». Moi, je les ai entendus. Alors vous pouvez toujours me dire « oui, on n'avait qu'à dire, etc. » On peut toujours faire de la surenchère, mais il faut savoir aussi apprécier des propos qui sont... Ils sont à l'étranger, et ils sont représentants d'un pays qui, pour l'instant, est sous la coupe de dirigeants qui sont là-bas. Les primes, nous autant dire les choses clairement, et c'est normal qu'un footballeur fasse attention à ça. Mais ils ont eu le courage de dire que nous jouons pour le peuple algérien. Le peuple est dans la rue, le peuple est en train de contester l'autorité militaire. Ils auraient pu dire plus, mais c'est déjà quand même important. Pourquoi je dis ça? Si vous restez dans la position de sniper, il n'y a rien d'agressif, hein, c'est-à-dire vous allez viser les défauts, les limites, vous allez mettre le projecteur dessus et vous allez décider de ne voir que les éléments péjoratifs ou négatifs dans la vie. Ça décourage les gens qui essaient de faire quelque chose, et je vais vous le dire très fraternellement, vous apportez de l'eau au moulin des gens qui veulent dire il n'y a personne qui se bat, il n'y a personne qui proteste, etc., etc. Quand il y a une insuffisance, il ne faut pas hésiter à la signaler, mais lorsqu'il y a des actes vertueux, il faut aussi savoir les saluer. Ça démolit l'être, ce genre de comportement. Vivre avec de rancœur en espérant que quelqu'un va commettre la faute, en espérant se réjouir à chaque fois qu'il y a un dérapage. Mais c'est bien sûr que, alors je vais vous dire plus, vous avez vu dans les manifestations le drapeau palestinien qui flotte de temps en temps dans les manifestations. Ce n'est pas un hasard. Ces drapeaux sont achetés par la police politique. Je vous donne une information, ça va, vous pouvez mettre ça sur Internet, qui viennent me démentir. Bon, voilà. Qui les distribue à la population pour faire contrepoids au drapeau mazir, sachant que la question palestinienne, l'arabisme, ça ne marche pas très bien. Alors comme le peuple palestinien est actuellement l'objet d'abus, etc., ils essaient. D'ailleurs, la question palestinienne a souvent été instrumentalisée, souvent par des despotes baraviens entre nous, mais ça, c'est notre problème. Donc, je mets ma main au feu, ça, je ne l'ai pas vérifié, mais je peux vous le dire, je mets ma main au feu que le drapeau que vous avez vu a été envoyé par un militaire là-bas. De la même manière, pour éviter à Ben Salah d'être chahuté, l'armée a mis un convoi aérien, ce n'est pas du tout des supporters, hein. C'est des jeunes qui se font les casernes, c'est non civil, voilà. Alors si vous voulez me dire que l'armée est là pour essayer de peser, de fausser la perception du mouvement, bien sûr que je le sais. Mais ce qui est plus grave, à la limite, pourquoi pas? On veut dire que les Palestiniens sont encore écrasés, etc. Mais ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour dire, pour faire contrepoids à l'emblème mazir
qui est aujourd'hui déployée sur l'ensemble de l'Afrique du Nord, et pour dire que l'Algérie est toujours rivée, est toujours connectée à une cause arabe, panarabiste, etc. etc. Donc vous avez raison de souligner ça, mais ce n'est pas du tout pour le bien ni des Palestiniens, ni rien du tout qu'ils l'ont fait. C'est pour, au début, ils n'ont pas osé interdire carrément le drapeau amazigh. Parce qu'il venait de soutenir le 5e mandat, il avait besoin d'un peu de temps, le temps d'éliminer les gens qui le gênent, etc., etc. Et au moment où il n'avait pas décidé de sanctionner les gens qui portaient l'emblème amazigh, ils ont inventé cette histoire de drapeau de la Palestine pour parasiter l'enracinement de la matrice amazigh dans l'Afrique du Nord. Alors, troisième intervention, c'est à propos de l'armée. Il aurait fallu une conférence là-dessus. Je crois, je ne suis pas militaire, mais ce qu'on entend, ce qui se dit, ce qui transpire, que ce qui a été commis en 1988, quand l'armée est sortie et qu'elle a tiré sur les jeunes, il y a eu 600 à 700 morts. A réellement traumatisé une grande partie du corps intermédiaire de la hiérarchie militaire. Et que la plus grande peur, c'est qu'on leur dise je ne pense pas que la décision sera facile à prendre, ni même qu'elle serait suivie. Mais dans ce que l'on observe aujourd'hui, c'est que l'armée algérienne aujourd'hui est tenue par un homme. Vous avez vu qu'il a mis en prison un certain nombre d'officiers supérieurs. Vous avez vu qu'il a mis en prison un certain nombre d'officiers à la retraite, dont un est particulièrement malade, etc. Le général Belhadid, pour ne pas le citer. Vous avez suivi aussi que chaque semaine, il sortait dans une région militaire pour délivrer des fatwas, des prêches à partir de ces régions-là. Et entre nous, c'était aussi pour menacer la troupe. Donc pour l'instant, on en est à peu près là. L'armée, et ça c'est l'erreur de Gaïd Salah, est objectivement face à la population. Parce que entre les positions de Gaïd Salah, qui traite de traître les manifestants, je ne sais pas si vous avez suivi sa dernière déclaration, et la revendication populaire, c'est le jour et la nuit, elles sont inconciliables. C'est irresponsable d'avoir provoqué cette situation, comme il est irresponsable de ne pas avoir compris qu'il n'y aurait aucun candidat le 4 juillet, parce qu'il voulait faire l'élection présidentielle le 4 juillet. Il n'y avait que lui qui se disait qu'il va créer un climat politique favorable avec une compétition électorale, une campagne et des candidats. Il n'a pas trouvé de candidat. Alors un bonhomme qui est incapable d'anticiper ce genre d'évidence, vous pensez bien qu'on a toutes les raisons de redouter les dérapages qu'il peut amener dans le pays. Voilà à peu près où nous en sommes. Sincèrement, au moment où je vous parle, moi je suis comme vous, j'essaie de demander aux commis de l'État qui sont restés propres et qui connaissent la situation à l'intérieur des institutions et plus généralement de l'administration, de nous dire dans quel état réel se trouve l'outil administratif, judiciaire et institutionnel du pays. 4 mois, 6 mois, c'est impossible, pour ce qui est de la durée. C'est absolument impossible. J'ai rencontré 2 personnes qui m'ont dit la chose suivante. Vous pouvez vous asseoir un peu parce que ça risque de vous fatiguer, puisque bon, je vais rentrer un peu dans le détail. Lorsque j'étais président du RCD, je me suis rendu à 3 reprises à Bruxelles pour voir la Commission et le Parlement européen. Pour leur dire une chose très simple. Si vous envoyez des commissions de surveillance de complaisance, votre présence va donner du crédit à la fraude électorale. Si vous ne voulez pas envoyer des commissions avec le nombre, avec les prérogatives d'une vraie commission d'observation et de surveillance, comme vous le faites en Azerbaïdjan, comme vous le faites en Amérique du Sud, comme vous le faites ailleurs, ne venez pas. Alors, on sera à l'aise pour dénoncer la fraude, etc. Mais votre présence devient caution à la fraude, donc vous gênez plus que ça. Et je leur ai dit
Si vous j'étais candidat à la présidentielle. Je savais qu'il y avait près de 3 millions de voix qui flottaient à Kaguin et ils les répartissent en fonction des besoins des uns et des autres. Mais si vous n'accédez pas au fichier électoral national, ce n'est pas la peine de venir parce que c'est là-bas que tout se joue. Et ils arrivent, ils demandent le fichier électoral national au nom de l'Union européenne, ils ne l'ont jamais vu. Je n'ai pas compris pourquoi. Pourquoi est-ce que le pouvoir algérien refusait de donner une copie du fichier national électoral? Je viens de l'apprendre, il y a 2 mois de ça que je l'ai appris. En fait, il a été tellement trituré. La sécurité militaire a fait rentrer des morts, des faux noms, des doublons, une partie du FLN, de temps en temps la présidence, qui sont incapables de donner une copie cohérente. Il n'y a pas une copie du fichier national électoral qui soit crédible au mieux au premier regard. C'est pour ça qu'aucun observateur étranger n'a pu disposer du fichier national électoral à ce jour. Et quand j'ai demandé au deuxième expert, j'ai dit comment faire, il m'a dit qu'il était rattrapable. On ne peut pas le nettoyer, c'est absolument impossible, il faut tout revoir à zéro. J'ai dit, bon, quand tu me dis ça, tu ne m'as rien dit. J'ai posé un peu la question que vous posez. Et alors? Ben, la réponse est très simple. Il m'a dit, si on veut avoir un fichier électoral conforme à la démographie électorale du pays, il faut refaire un recensement général de la population. Et puis, bon, moi je veux bien entendre, ils sont tous pourris, ils sont tous ceci, ils sont tous cela, les magistrats, j'en ai suffisamment subi pour avoir envie de leur régler des comptes ou les liquider, mais il ne faut pas accompagner l'irritation, on est dans un moment critique, important, on est sur une ligne de crête où le destin de la nation est en train de se jouer, et c'est pour ça que je salue encore une fois nos amis du Congrès qui invitent les gens à débattre sereinement. C'est un moment absolument capital. Mes frères, l'Algérie sera probablement un exemple de démocratie dans la région, et elle va irradier sur la Tunisie et au Maroc, et le destin nord-africain peut se discuter en termes tout à fait positifs, mais si jamais ça dérape, on ne verra plus une manifestation pacifique en Algérie. Ça va être la tribalisation, ça va être absolument un chaos général, et je pense que ce sera la désintégration violente du pays, parce qu'il y a des séparations, les révolutions de Velournam, la Tchécoslovaquie, on n'aura même pas ça. C'est pour ça que j'invite un peu les uns et les autres à mettre de côté leur colère, leur prurite, leur énervement pour essayer de faire preuve de... Il ne s'agit pas de renoncer à ses positions, à ses convictions, mais faire preuve d'un maximum de lucidité actuellement. Donc, pour revenir à cette question de durée de la transition, bien sûr qu'il faudra déplacer un certain nombre de gens, d'officiers, de services de sécurité, de magistrats, de la territoriale. Il y a des préfets qui ont commis des dégâts. Mais il faut éviter aussi de commettre des erreurs. Ça va demander un peu de temps. Et je ne crois pas, je ne peux pas vous dire, en tout cas en deçà d'une année, à Kagui, dans ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, les gens sérieux disent qu'il est impossible d'avoir une phase de transition inférieure à une année. Et peut-être même qu'il faudra un peu plus. Mais ce n'est pas grave. Qu'est-ce que c'est que dans la vie d'une nation, 1 an et demi? C'est quoi? Si on peut sécuriser définitivement la perspective nationale, si on sait que le droit prévaudra, si on sait que la justice sera garantie à tous, si on sait que la répartition de la richesse nationale sera contrôlée par des gens effectivement crédibles, etc. C'est quoi 6 mois dans la vie d'un pays? C'est rien. Il vaut mieux sécuriser le devenir que de se précipiter à avoir de faux représentants. Je vous ai donné l'exemple de La Roche. Personne ne sait qui les a nommés, personne ne sait comment ils sont venus. 3 ou 4 noms, ce n'est pas la peine de citer des noms, mais certains d'entre vous les ont entendus, se sont décrétés représentants, et puis 3 mois plus tard, on les a trouvés au Club des Pins, tableau vert dans les restaurants, une enveloppe financière, et puis voilà, les 126 mornés. Donc moi, je ne dis pas qu'il faut prolonger la phase de transition au-delà du nécessaire, mais si le nécessaire c'est 1 an, il faudra pas hésiter à y aller. J'espère vous avoir répondu. Mais je n'ai pas de réponse précise, voilà. C'est pour ça que je n'ai pas de réponse précise. Voilà. Merci beaucoup. Les prochains. Je suis du Conseil national des relations canado-arabes et notre but c'est vraiment d'informer les Canadiens sur la réalité du monde arabe et des peuples du monde arabe, pas des politiques et du gouvernement nécessairement. J'ai tellement de choses qui passent par la tête maintenant, je vais essayer de focaliser.
Il est sûr qu'il y a des grands risques dans toutes les révolutions et des soulèvements, etc. Et on voit à travers le monde arabe quand même depuis 12 ans, avec ce dit printemps arabe, des transitions qui ont pris des années et continuent à prendre du temps, que ce soit en Tunisie, en Égypte. Maintenant, on va voir ce qui se passe au Soudan et bien sûr dans d'autres pays de la région. Et sans doute, vous avez des Algériens, des Kabyles, ont appris des leçons. J'imagine que vos tactiques et vos stratégies sont basées sur ce que vous avez vu à travers la région aussi. Mais moi, ma question est beaucoup plus... je vous ai écouté ce matin sur Radio-Canada et j'étais bien content de voir une des questions du journaliste et je vais peut-être demander la même question pour le monde ici. En termes de quel rôle peut jouer le Canada pour aider l'Algérie à passer à travers cette crise, transition. Et je parle pas seulement du gouvernement. Oui, qu'est-ce que le gouvernement peut faire? Et déjà, l'ambassadrice, je pense que c'était très courageuse ce qu'elle a fait, ce qu'elle a dit. Et on est bien content qu'elle a supporté le peuple algérien. Et kabyle, j'espère, dans ce contexte. La deuxième partie de cette question-là, c'est qu'est-ce que la société civile canadienne peut faire? Pas seulement les expats algériens, kabyles qui sont ici, mais toute la société civile canadienne. Donc, quelques idées pour me donner un coup de pouce avec le Conseil national des relations canado-arabes. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Deuxième intervenant. Merci. Alors j'ai une question et un point. Alors si l'indépendance de la Kabylie est aussi compliquée comme on le voit le dire chaque fois, dites-nous la recette, comment le RCD et le FFS vont faire pour démocratiser Ali Belhadj, Gaïd Salah, les habitants de Djelfa, enfin toute l'armada en dehors de la Kabylie. Comment pourrait-on les démocratiser? Bien que ça fait plus de 30 ans qu'on essaie de les démocratiser, mais ça n'a rien donné. Voilà. Je veux une réponse à cette question. Alors, concernant la Constitution, qui a sévi depuis 62, c'est le mot que j'utilise, sévi depuis 62, si cette même Constitution est reconduite avec les 3 points, qui sont Algérie, terre arabe, qui est faux, complètement faux, tout le monde le sait, si l'islam est religion d'État est reconduit, et si la langue arabe est nationale et officielle de l'État, est reconduit, avec peut-être qu'ils vont nous inventer encore, ils vont rajouter un petit point de langue du paradis peut-être. Alors, dites-nous comment... Alors, si la constitution actuelle est reconduite, celle qui a sévi depuis 62, qu'est-ce qu'on va faire si elle est reconduite avec les 3 points qui sont Algérie, terre arabe, islam, religion de l'État, et la langue arabe, langue nationale et officielle, qui pourront accepter de changer s'ils rajoutent langue du paradis. Peut-être qu'ils vont accepter ça. Merci beaucoup, merci. Voilà, attends, je vais un petit point pour monsieur qui a posé une question. Qu'est-ce qu'on doit, comment pourrait-on aider là, les Canadiens, comment ils vont aider les peuples de l'Afrique du Nord? Ne leur vantez pas des armes. Nous allons régler le problème en 24 heures. Merci beaucoup. Un petit jeune, c'est quoi ton nom? Amora. Amora, tu as une question? Oui, juste par curiosité. Oui. Je me demande pourquoi l'armée va pas provoquer encore plus le Chab comme pour qu'il vienne se révolter et puis il y aura la guerre. Et je pense que maintenant, pour l'instant, ce qu'ils veulent avoir, c'est une guerre avec de la violence, avec du sang. Mais je pense que c'est comme un projet qu'ils sont en train de faire. Ils ont une certaine malice pour essayer de nous énerver de plus en plus. Je comprends pas. Comment? Merci beaucoup et tu vas avoir une belle réponse. Et merci beaucoup.
Au nom du Congrès des Kabyles du Canada, ça me fait plaisir de te féliciter pour ta question. Bravo. Et le docteur Saïd Saadi va te faire certainement une très belle réponse. Sahid. C'est toi. Sahid. Eh bien, comme on dit, la vérité sort de la bouche des enfants. En tout cas, dans le mental, tu n'es pas un enfant. Hein. Ce que je peux dire, c'est que c'est la question nodale. C'est le nœud gordien de la révolution en cours. Il est absolument sûr qu'il n'est, pour l'instant, je ne le souhaite pas, mais je n'ai pas le droit de ne pas constater des choses amères lorsqu'elles s'imposent à la situation, que la décision du chef de l'état-major, donc du général Ahmed Gaïd Salah, c'est de ne pas composer pour organiser une sortie ordonnée de l'ancien système vers la nouvelle Algérie. Il est dans la provocation, que tu redoutes légitimement, il est dans la manipulation et il peut être dans la réaction brutale, qui a commencé déjà. Je connais des jeunes qui ont été arrêtés, ils n'ont absolument rien fait, ils sont en prison. Et quand on commet ce genre d'abus, quand on se laisse attirer par ce genre de réaction, on peut effectivement être tenté d'user de l'arme dont on détient, des munitions dont on détient. Est-ce que ça va marcher? Je ne dis pas est-ce qu'ils ne vont pas essayer. Ils ont essayé et ils vont essayer. À ta réponse, je te réponds. À ta question, je te réponds, oui, tu as raison, l'intention, le risque existe. Est-ce que ça va marcher? Je pense que non, tout en restant prudent. Je pense que non, parce que j'étais dans les manifestations. Ils ont essayé d'opposer les francophones aux arabisants, les laïcs aux religieux, les kabyles aux arabes, etc., etc. Et j'ai vu des réactions dans tout le pays qui ont unanimement et massivement rejeté ces formes de manœuvre. Donc, alors ne dis pas de te dire pourquoi est-ce qu'il y a cette maturité maintenant alors qu'elle n'existait pas auparavant. Il faudra réfléchir, il faudra chercher. Peut-être que c'est des combats qui ont été menés il y a très longtemps et qui ont mûri, qui ont fini par arriver maintenant à s'exprimer dans la bouche des citoyens. Il y a probablement beaucoup de raisons, mais dans la collectivité nationale, l'idée de tomber dans la division, pour l'instant, est massivement et systématiquement rejetée. Et si on n'arrive pas à créer des divisions, la violence ne va pas venir. Parce que s'il n'y a pas de violence dans la rue, la boîte générale, ces militaires, il ne peut pas les envoyer mitrailler sur des bonhommes qui sortent pacifiquement chaque week-end. C'est un peu difficile quand même. Pour plusieurs raisons. Donc le risque existe, l'intention est réelle, mais pour l'instant, la réponse des citoyens a désamorcé l'ensemble de ces opérations de provocation. Il m'est arrivé de dire un jour, j'aime pas me citer, mais je vais me citer, il se trouve qu'on est dans un pays où le niveau du citoyen est supérieur à celui du dirigeant. Et ça, c'est une espèce d'alchimie qui est très difficile à expliquer. S'il y avait 1/10 de sagesse chez les dirigeants algériens de ce qu'on entend dans la rue, cette crise serait réglée en 2 mois. Donc oui, tu as raison de redouter que l'armée et son chef ne poussent à la provocation, mais j'ai aussi quelques raisons de considérer que c'est une opération qui a peu de chances d'aboutir. Mais évidemment, il faut rester prudent parce qu'un dérapage, une provocation est toujours facile à organiser. En tout cas, merci pour ta question. Alors, le citoyen qui est intervenu pour demander un peu qu'est-ce que peut faire, 1, le Canada, 2, qu'est-ce que peut faire la société canadienne vis-à-vis des peuples du Sud. Vous avez parlé du monde arabe, c'est une mystification le monde arabe. Ça n'a pas de réalité, ni sociologique, ni culturelle. Bon, c'est un terme générique qui est commode, mais dans tous les pays du Sud, il y a autant d'identités, de régimes politiques, d'aspirations
qu'il y a de peuple. Cela étant dit, ils partagent tous le triste sort d'être asservis par des régimes despotiques. Je crois que le Canada peut, du fait de sa propre histoire, du fait de son mode de gouvernance, qui lui confère une certaine autonomie par rapport aux intérêts géopolitiques qui ont souvent aliéné la décision politique dans les autres régimes occidentaux, peut, et il vient de le prouver, s'émanciper des contraintes de chantage par lesquelles les régimes du Sud ont tenu beaucoup de démocraties, y compris des plus fortes. En disant, si jamais vous nous critiquez, si jamais vous recevez un opposant, moi j'appartiens à une génération où je sais qu'Aït Ahmed était interdit d'arriver en France pour ne pas déplaire aux gens du FLN. Aït Ahmed, c'est un dirigeant historique de la Révolution qui était en exil. Et je pense que le Canada peut s'émanciper de cette forme de chantage, de cette démocratie mafieuse qui prime sur le droit et la norme diplomatique. Et il vient de le prouver, c'est pas à vous que je vais dire, que René Lévesque a été un des premiers à soutenir la cause algérienne au moment où les peuples occidentaux redoutaient d'approcher les sulfures résistants algériens qu'on désignait comme étant des fanatiques, des terroristes, etc., etc. Donc il y a une responsabilité éthique et historique du Canada qui a été honorée et qui doit être maintenue. Et je suis persuadé, je n'ai pas d'informations factuelles pour vous le prouver, mais si votre ambassadrice n'avait pas annoncé le soutien de son pays à la révolution algérienne, je vous garantis que l'ambassadeur de France n'aurait jamais ouvert la bouche. Alors, qu'est-ce qui peut être fait maintenant par la société civile? En venant tout à l'heure avec nos deux amis de Montréal, je disais, vous savez, il y a une chose qui est maintenant connue dans les régimes du Sud. Ces dirigeants sont aussi brutaux qu'ils sont lâches et peureux. Les contestations à l'intérieur, en dehors de celles qui atteignent des amplitudes et des durées aussi importantes que celles qui durent en Algérie, ils s'en foutent royalement. J'appartiens à une génération qui a passé sa vie à dénoncer, à protester, à manifester. Tant que ça restait à l'intérieur, ils s'en foutaient pas mal. Vous savez très bien que le désaveu, l'avertissement de la communauté internationale sur des régimes qui n'ont aucune légitimité peut accélérer le dénouement d'une crise beaucoup plus que vous ne pouvez le passer. Alors, pour que vos États soient encore plus à l'aise dans leur engagement en faveur du droit, de la liberté et de la justice dans le Sud, évidemment, plus les citoyens qui votent pour eux et librement dans vos pays s'alignent sur les questions de liberté dans le Sud, plus les dirigeants sont à l'aise pour dire nous on ne peut pas aller à l'encontre de notre opinion publique, il y a une presse libre, etc., etc. On est bien obligé de vous taper un peu dessus, sinon nous-mêmes on va être balayés. C'est pour dire que même l'expression des politiques publiques, des postures diplomatiques de vos pays peuvent être largement facilitées si les sociétés civiles sont plus actives dans la solidarité internationale. Et vous avez la chance d'avoir une communauté, une diaspora qui s'intègre plutôt bien, algérienne en général et kabyle en particulier. Et plus vous tissez des passerelles, plus vous vous informez, plus vous échappez à la propagande redoutable des médias du régime, parce que la diplomatie algérienne, c'est une diplomatie de propagande. Elle n'est pas là pour construire l'image d'une nation. Elle est là pour vous vendre les injonctions des gens, des puissants du moment. Et pour échapper à l'emprise de cette désinformation, la porosité qu'il doit y avoir entre la diaspora et la communauté canadienne facilitera l'information, la communication et une meilleure perception des réalités de terrain. Une fois qu'on a les données en main, il est beaucoup plus difficile de défendre une cause. Donc je pense que ce qui est en train de se faire répond parfaitement à la demande
du terrain en Algérie. Malheureusement, ce qui se fait au Canada ne se fait pas partout dans les mondes, dans les puissances dites occidentales et qui se réclament de la démocratie. Alors, l'éternelle question, c'est un peu fatigant, mais enfin. Le RCD et le FFS n'ont pas démocratisé les gens de Djelfa, les Belhadj, etc. Ne dites pas des choses comme ça. C'est pas... Ça va nous mener où? Comme ça, si jamais on arrive. Si jamais... Allez, ça, l'arbé. J'ai pas fini de répondre, voilà. Kamel Daoud n'est pas un Kabyle. S'il vous plaît, on se garde voilà. La réponse calme. Quelqu'un a dit nous ne sommes pas des perservateurs et qui c'est notre chasseur naturel et revient au galop. Moi, j'ai dirigé un parti où il y avait des arabophones, de Constantine, de Doran, de trucs. Ils ont eu le courage de se lever dans leur propre communauté pour contenir les impulsions arabophones dans leur propre famille, quelquefois. Si on n'accompagne pas les mouvements vertueux qui libèrent la pensée, où va-t-on? Où va-t-on? J'ai entendu, je ne lui ai pas répondu, pour vous dire la vérité. Hier à Montréal, je parle devant témoins, quelqu'un s'est levé, vous n'avez pas le droit de vous taire. Il y a aujourd'hui en Algérie des Kabyles qui sont en prison, ou Yahya qui est un voleur, je dois le défendre contre les Arabes. Je ne veux pas appartenir à ce modèle de pensée, c'est tout. Vous n'allez pas m'entraîner dans ce genre de... C'est votre position, ce n'est pas la mienne. On peut quand même accepter de se tolérer, même en étant sur des positions différentes. Vous ne contribuez pas en ayant des positions aussi irritables, aussi superficielles, aussi polémiques, à construire un consensus dans la communauté. Vous avez le droit d'avoir des idées, vous pouvez quand même les faire valoir sans être nécessairement ni agressif ni polémique et accepter que des gens puissent penser différemment. Moi, je vis en Algérie. J'ai vu des millions de Kabyles dont vous réclamez manifester actuellement en Algérie. Alors c'est des crétins, oui. Il n'y a que vous qui avez compris. Chaque semaine que Dieu fait, je vois des millions de Kabyles dans la rue manifester avec l'ensemble des Algériens actuellement. Et on me dit, c'est des nullards, ils n'ont rien compris, ils vont se faire avoir, c'est des tas... On peut pas. On peut dire, voilà ma position, moi je n'y crois pas, etc. Mais je respecte les gens qui ont adopté une autre position, point. Salam alaikum. Mais celui qui n'est pas avec moi, non, celui qui ne se courbe pas devant mes injonctions est un traître, c'est pas très kabyle ça. C'est Gaïd Salah qui vient de le dire. Attaque Saha. Voilà, merci beaucoup. Il fait des émules. Donc, moi, je vous le dis très calmement, je ne suis pas d'accord avec un certain nombre de points de vue, mais ça ne me gêne aucunement de pouvoir faire en sorte que les gens disent ce qu'ils ont à dire. Qu'est-ce que vous voulez discuter avec? C'est-à-dire, en gros, il a compris que il ne m'a pas recruté, donc salam alaikum. C'est pas possible. Je dis pas ça, le problème, le problème, c'est que lorsqu'on s'embarque dans la surenchère, il y a des moments où la fébrilité du slogan finit par aliéner la crédibilité et la vertu du personnage. Il est vertueux. Donc, mais voilà, nous en sommes. Bon, Malinesh, c'est pas grave. Et puis, on restera des signes. Quand on me dit vous n'avez jamais fait avancer la moindre idée dans le pays, etc. D'abord, c'est faux. Et puis voilà, il faut qu'on s'entende. On peut rester en désaccord, il faut qu'on s'entende. Si on n'avait pas parlé de la mazirité, moi j'étais devant la Cour de sûreté de l'État en 80.
pour ce qui est inscrit aujourd'hui dans la Constitution. Alors on peut me dire ça a été fait par la contrainte, par jeu, etc., etc. Mais ne dites pas encore une fois que rien n'a bougé. Quand les choses positives apparaissent, il faut accepter de les constater pour les améliorer, pour les critiquer, pour les évaluer, pour les faire avancer. Mais il y a une espèce de jubilation morbide qui consiste à repérer le point noir pour pouvoir dire « Ah, ça va mal, donc je suis content ». Il y a quelque chose de suicidaire dans cette démarche. Je ne dis pas qu'il y a la démocratie. Il y a le multipartisme en Algérie. C'est un autre combat qui a fini par le faire. Il y a aujourd'hui la reconnaissance d'identité amazigh. Je dis la reconnaissance, je ne dis pas qu'elle est effective, mais c'est une avancée. Il y a aujourd'hui la question de la femme. J'ai donné une anecdote. Et je ne dis pas que c'est la vérité partout. À El Oued, ceux qui connaissent l'Algérie, savent que c'est une ville particulièrement conservatrice. Des femmes sont sorties des nains pour dire c'est fini, on ne va pas se laisser avoir là-dessus. Alors vous me direz que c'est mal dit, que ça ne va pas dire laïcité, etc., etc. Mais c'est une avancée quand même dans un pays qui est givré par l'abus, par le slogan, etc. Il ne faut pas dire, il y a des gens qui se battent et vous en faites partie. Ça a fait avancer la question démocratique. Mais vous ne pouvez pas discuter avec lui. Il me l'a dit devant Berber Télévision. Un petit qui à docteur, auparavant, avant d'arriver à prononcer le truc. C'était un vendredi, l'émission de Berber TV. Avec un Mataroua, je venais de donner 9 coups de téléphone pour savoir comment se sont passées les manifestations à l'ouest, à Skikdab, à Abbas, Ouaran, Zahir, évidemment, etc. Un petit qui à docteur, vous pouvez revoir le truc. Il n'y a que les Kabyles qui manifestent en Algérie. Qu'est-ce que vous voulez dire là? Je vais me dire, Mohamed Rabbi. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? C'est de l'aveuglement. Il y a des gens le Mac, ça l'a fait à Montréal. Moi, je ne crois pas à votre histoire telle que vous la présentez, c'est mon droit. Mais si vous voulez être entendu quand même, le fait. Ne dites pas des choses qui sont des contre-vérités. Avec Internet, elle dit sur son clavier, puis les jeunes, il va voir que c'est faux. Donc, je parle devant témoin, vous n'avez pas le droit de vous taire parce qu'actuellement en Algérie, il n'y a que les Kabyles qui sont emprisonnés. Je veux dire, on ne peut pas parler comme ça. Il faut faire un peu attention. Là, ça m'embête. Le pays va basculer dans le vide et on me ramène à ce genre de truc. C'est quand même terrible. J'aurais voulu que le MAC fasse des conférences pour expliquer, décliner son projet plutôt que de faire essayer de dériver. Et j'y ai droit à chaque fois. Les conférences qui sont annoncées autour d'un problème. Si ça m'intéresse pas, je le ferai. D'ailleurs. Et si je veux défendre mon projet, je prends une feuille de papier, j'annonce une date, un sujet. Merci. Non, il y a un truc. Si la constitution actuelle est reconduite, évidemment que c'est une catastrophe, j'ai commencé par le dire. Je suis contre l'élection présidentielle. Parce qu'effectivement, même si l'élection est transparente, la constitution actuelle fait un roi, c'est-à-dire il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas de limite des pouvoirs, il n'y a pas de contrôle sur le chef de l'État, mais cela, si jamais la constitution actuelle est reconduite, eh bien le combat continue. On va continuer la lutte. C'est tout. On va prendre, merci docteur Saïd Saadi, on va prendre les 2 ou 3 dernières questions. Madame, c'est elle qui a levé la main en premier. 3.
En force, madame, allez-y. كيسميو جدية. Ok. كان الستاتut union qui je suis biochimiste. Je travaille au gouvernement du Canada pour que je ne sois pas intimidée. Parce que j'ai remarqué que vous intimidez des gens pour des questions. Chaque question a, c'est-à-dire à sa pertinence. Le monsieur qui a quitté, il a quitté parce qu'il a cité des personnages Ali Belhadj qui représentent une majorité d'Algériens qui pensent comme lui. Donc, sinon, j'ai juste une petite question par rapport à votre bilan, c'est-à-dire au RCD. J'ai remarqué que vous êtes hérité à chaque fois qu'on prononce le mot RCD, parce qu'après 23 ans de présidence, le bilan, je le vois catastrophique. Vous avez maintenant, après je ne sais pas combien de militants, on est réduit à des milliers de militants. En fait, vous avez fait en quelque sorte des orphelins kabyles. Sinon, ma petite question, c'est à vous de l'infirmer ou de la confirmer. Est-ce que vous êtes menacé d'arrestation? Est-ce que vous êtes capable au jour d'aujourd'hui de rentrer en Algérie? C'est ça. Merci, madame. La prochaine. Bon. Présentez-vous, approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Bon, زول في اللون يركلي زول في الليك دكتور سادي نسوفي سير دقار أوتاوا نكيني فار كان يخديني فار كان وكتزافر وكتقرع الحاجة كي زافر juste pour vous rassurer, c'est pas pour vous énerver, non. Mais plutôt, moi, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est la situation de la femme en Algérie. J'ai remarqué, je suis sûre que la plupart, surtout des femmes que la situation est vraiment lamentable. C'est pire que dans le temps de ma mère. En plus, et tout ça. Moi, ce que je veux savoir, et puis je veux vraiment savoir honnêtement, est-ce que vous pensez que la légalité de femmes et hommes dans la nouvelle Algérie, j'espère démocratique, vraiment, elle sera au vrai sens du terme, c'est-à-dire que comment changer les mentalités et tout ça. Et puis est-ce que je sais que l'Algérie c'est vraiment une société d'hommes, donc est-ce que vraiment dans les lois et tout ça, est-ce que ça va vraiment arriver, parce qu'on s'entend que il y aura pas autant de femmes qui vont participer au vrai changement de l'Algérie quand on parle des lois et tout ça. Donc, je veux savoir qu'est-ce que vous pensez honnêtement. Vraiment ce que vous pensez, mais je ne veux pas que ça soit vraiment politique, mais d'après votre expérience. Ok, merci. Merci beaucoup. أزول في اللون ثنمت دكتور سادي في ثينو كي دروح هكا نكيني صبرينا بعدين جو سوي ممبر دو CKC فغي غاكي تستقسي ولا نكافثيه وين ثم زواروث quelle sera la place de la femme de la nouvelle Algérie. Qu'est-ce qu'elles devraient faire Thureka, puisqu'elles sont dans les rues tout comme les hommes, qu'est-ce qu'elles devraient faire pour que la liberté, les droits, la justice ne leur soient pas confisqués? Merci. On va prendre madame en plus. Venez. Merci, je suis Hanan Azoul et je suis marocaine. Je suis ici parce qu'on m'a donné le goût de devenir une kabylie. J'ai une question pour vous. En fait, c'est quoi vos attentes ou peut-être vos recommandations à la communauté algérienne kabylie, les actions qu'ils doivent prendre, qui vont mener à des résultats pour l'Algérie à partir du Canada? Merci. Merci madame et bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Bon, d'abord, bravo madame pour vos diplômes, il n'y a aucun problème. Maintenant, je ne sais pas si en plus d'encaisser des questions qui ne sont même pas prévues dans la thématique, il faut que je m'interdise de répondre sur ce qui sont des contre-vérités, de fait,
Quand on me dit qu'il y a que des Kabyles qui manifestent en Algérie, madame, je ne peux pas dire que vous avez raison. Mais je vous parle de ça aussi. Sinon, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, vous avez le droit de juger le bilan du RCD pendant que je l'ai dirigé. C'est votre opinion. Elle est respectable. D'autres peuvent avoir une opinion strictement inverse de la vôtre. Vous êtes scientifique, vous devez savoir ce que sont les lois du contraire. Personnellement, j'ai dirigé le parti. Je peux vous dire, voilà, le RCD, dans le moment où l'Algérie va basculer dans le terme. Mais bon, j'ai dirigé le RCD, je vais vous dire, madame, je l'ai dit publiquement, il y a eu 2 personnes qui ont été empêchées de parler dans le Conseil national pendant 23 ans. SNEF. Et je pense qu'il y a des gens qui en étaient ici qui peuvent en témoigner. Younus Descartes. Où il y avait un débat contradictoire, il a utilisé des mots que je ne répète pas ici pour essayer pour imposer son point de vue. Voilà. Quand tu as repris tes esprits, tu reviens. 2. Je crois, quelqu'un tout à l'heure, il est là, m'a dit, vous avez fait quelque chose que personne n'a fait en Algérie, j'en ai pas parlé. Vous êtes le seul dirigeant politique algérien à avoir quitté un parti dans un congrès, après avoir donné un bilan politique, financier et moral qui a été, ne vous en déplaise madame, adopté par le congrès. Peut-être que je les ai terrorisés, puisque je suis si méchant que ça, c'est une hypothèse que vous avez le droit d'avoir. Voilà. Bon, donc voilà, il y a un témoin qui confirme. Alors madame, le bilan du RCD, les Algériens peuvent penser ce qu'ils ont envie d'en penser, mais c'est les militants qui le disent, madame. C'est le congrès. Ça, très bien. Non, là, moi, j'aurais même pas voulu parler de ça, parce que des choses importantes sont en train de se passer là-bas. Voilà. Là encore, c'est un avis que vous formulez, mais ce n'est pas le mien. Il ne faut pas vous énerver. Je ne crois pas du tout qu'Ali Belhadj représente la majorité des Algériens. Je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je sais qu'il y a des gens qui, parce qu'ils ont été déçus, parce qu'ils sont en colère, parce qu'ils ont été frustrés par des tas de choses, quelquefois d'ailleurs à juste titre, ne regardent que les choses qui vont mal pour donner crédit et cohérence à leur état d'esprit. Je vous assure, madame, que vous vous trompez. Je ne cherche pas à vous faire changer d'avis. Nous sommes au moment où nous parlons. Au moment où nous parlons. Je viens de là-bas, j'ai écouté, j'ai entendu. Nous sommes dans une situation, je parle de l'opinion générale, hein, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'islamistes, je ne suis pas là pour vous raconter des salades, mais nous sommes dans une situation exactement inverse à celle de 91. Exactement inverse. En 91, j'étais là-bas, j'ai lutté, mais c'est vrai que la majorité des Algériens, pourvu qu'on se débarrasse du FRN, on s'en fout qui vient. Moi, j'ai des cousins à Alger. Une partie de ma famille sont algérois depuis l'époque turque. Ils étaient au Fusla, Mazran Chour. Ils ne voulaient plus voir que c'est le FLN. Voilà, boum. Aujourd'hui, on est dans une situation strictement inverse. J'ai écouté des jeunes, j'ai écouté des vieux. Djazair, Hora, démocratie, c'était un slogan qu'on chantait dans les années 90, mais on n'était pas très nombreux. C'est devenu un slogan qui est répercuté dans toutes les rues algériennes. Vous avez le droit de me dire que ce renversement de rapport de force dans l'opinion, actuellement, peut ne pas durer éternellement. Vous êtes chimiste, on ne métabolise pas cette situation pour lui donner une projection institutionnelle, politique, programmatique, etc. ما أنا ذي سوا ثقين إذ لا السجي ثمور الجزائر إمرة ما تشكن ثمور القبائل ثوث يرنا سير بين أمور مقرن الجزائريين. Nous sommes dans une situation strictement opposée à celle qui a prévalu en 1991. Est-ce qu'il y a une menace d'arrestation? Ah, bien sûr. Si Gaïd Saleh a arrêté un commandant de la LN qui était commandant au moment où il était rien du tout. Ça, hein. Pensez bien qu'il peut ne pas me faire de cadeau inquiétant. Mais ça, c'est un risque. On a été arrêté, on peut être encore arrêté. C'est pas la première fois. Ça fait partie du combat. Et il ne faut pas chercher la prison, c'est jamais agréable. Je vous le dis tout de suite. Pour ceux que ça tenterait. Mais
Mais des rentes, si jamais on se laisse intimider à Kagin, faut pas. On n'a pas accepté. On n'a pas accepté l'autoritarisme à l'époque du parti unique. C'est pas pour l'accepter aujourd'hui, mais il y a une régression. Enfin, dans les décisions du chef d'état-major, au jour d'aujourd'hui, il y a une régression en matière de liberté et de droit. Le risque est réel, il existe. Bon, qui est donné. Hein. Voilà. Alors la question de la femme. Moi, je vais vous dire, si cette question est réglée, tout le reste, absolument tout le reste, peut être réglé. Je ne dis pas que c'est automatiquement réglé, mais va être réglé. Si l'égalité des sexes est consacrée, formellement dans la Constitution, si les droits de la femme sont garantis dans la nouvelle Constitution, je pense que ce sera un pas de géant dans l'histoire de l'Algérie contemporaine. À côté du statut de la femme, il y a la question de la justice, la question du progrès social, la question de l'égalité, une question éthique, c'est une question économique, c'est une question sociale. Enfin, c'est un lieu de convergence d'un certain nombre de contraintes qui seront levées. Alors, comment faire? J'ai parlé tout à l'heure de ce qui est en train de se discuter un peu dans toutes les régions du pays pour éviter soit le retour de balancier, soit l'avortement de la révolution actuelle, soit son détournement. Il faut absolument que tous les gens qui veulent postuler dans une élection ou même dans la participation à la discussion dans la phase de transition, il faut être clair. Les principes démocratiques ne doivent pas être négociables. Ils sont connus, hein. Ce sont des principes. L'égalité des sexes, le respect de la minorité, même si vous êtes au pouvoir, vous êtes majoritaire, c'est pas parce que je suis minoritaire que je n'ai pas le droit de parler dans mon pays, la liberté de conscience, la liberté de culte, la séparation des pouvoirs, etc. etc. Ouigin, il a son jeu de mots, il faut les poser, tout compétiteur dans une élection, tout prétendant à une responsabilité politique doit souscrire à ces préalables, à ces principes. Et même les islamistes disent je ne suis pas naïf, je sais bien qu'ils disent ça, on s'est compris. Et je le prends au mot. Tu es d'accord? Si. Ceux qui relèvent ensuite du nécessaire débat, de la différence qui doit être acceptée, ce sont les convictions économiques, ce sont les priorités qui doivent être appréhendées, c'est la manière de répartir un budget, etc., etc., etc. Mais il y a un piège, et vous l'entendez déjà, chez certains conservateurs des HENA, et malheureusement il y a des démocrates qui mordent encore à l'hameçon, de moins en moins, mais il y en a, qui vous disent ces principes démocratiques sont des principes d'importation, c'est des valeurs occidentales, et ils n'ont rien à faire chez nous parce que nous sommes un pays spécifique. Alors nous, on est tous spécifiques, hein. Islam spécifique, socialisme spécifique, révolution spécifique, bref. Non, les principes démocratiques ne sont ni du sud, ni du nord, ni du haut, ni du bas. C'est des principes universels. L'air n'est pas, on a besoin de respirer, c'est pas un produit occidental. La liberté, c'est un besoin de l'homme, partout, au nord, au sud, etc. etc. Il ne faut pas qu'il nous complexe avec ça. Les principes démocratiques, dont l'égalité des sexes évidemment, ne doivent pas être négociables dans la mise en perspective de l'Algérie nouvelle. Je termine en vous racontant une histoire. Farhat Abbas, dont vous avez entendu parler, était président de l'Assemblée nationale en 1962. La constituante. C'était un pharmacien, c'était un monsieur qui a consacré toute sa vie à militer, il avait une grande culture politique, etc. etc. Et Rohizara Ben Bella qui venait de faire le coup d'État contre Jepera. Ben Bella avait déjà pris le pouvoir avec l'armée des frontières à l'époque, il était au pouvoir. Inès, très bien, tu as pris le pouvoir, tu es le chef. Pour le mandat actuel, à la limite, on s'en fout. Mais dans la Constitution, il ne faut pas qu'on piège les générations à venir. C'est important une constitution.
Inès, d'accord, ben, là, semblait acquis. Inès, comment on va faire? Inès sait bien comment on va faire. On ne va pas inventer le fil à couper le beurre. Inès, Antof, dans le préambule, dans la Constitution, le préambule, il y a un texte, il y a une conclusion. Bon. Dans le préambule, il faut que les principes démocratiques, les principes universels, doivent être fixés dans le marbre. Ils doivent être inscrits. Ben là, bon, apparemment, il a dit oui, pourvu qu'il reste au pouvoir. C'est comme ça, Mehmed, hein, c'est le dernier qui parle qui a raison. Sans informer, donc Abbas qui était président de l'Assemblée nationale, il décide de convoquer une assemblée dans un cinéma majestique, l'actuel Atlas, il fait la constitution d'Ina, c'est dans la constituante, et on n'est pas sorti du problème, on est dans le même problème jusqu'à ce jour, parce que les principes démocratiques n'avaient pas été fixés, admis dans l'égalité donc, des droits hommes ou femmes. Et tant qu'on n'est pas sorti de cela, je pense que la société ne connaîtra ni stabilité, ni progrès. Donc voilà, ça fait partie du combat, mais c'est l'une des priorités du combat actuel. Dans la phase de transition, même ceux qui doivent être délégués doivent accepter l'idée que désormais, le droit primera tout, sur la force, sur le clan, sur la fortune, etc. etc. Et Gouachtagui, tous les pays démocratiques ont fixé comme préalable cette équation-là. Il y a 5 ou 6 grands principes. Et parmi ces grands principes, pour moi, le premier d'entre eux, c'est l'égalité homme-femme. Donc voilà. Parce qu'il y a une dame qui a posé une dernière question, c'est sur une dame marocaine, qu'elle soit la bienvenue d'ailleurs. J'étais tellement obnubilé par la question du statut de la femme. C'est une vieille histoire pour moi. Alors d'abord, je suis très heureux qu'il y ait une Marocaine qui soit là parce que, je l'ai dit hier, donc je vais le redire au jour d'aujourd'hui, je fais partie de ceux qui pensent, mais je peux me tromper, j'en conviens, mais j'en suis intimement convaincu qu'en termes de perspective historique, l'Algérie seule ne peut rien, le Maroc seul ne peut rien, la Tunisie seule ne peut rien. L'émancipation démocratique de nos concitoyens se fera dans la matrice nord-africaine, Famazra, ou ne se fera pas. Il est capital que les diasporas commencent à établir des connexions entre elles, parce que là-bas, les frontières, les barrières, le Makhzen marocain et les conservateurs algériens, ils sont comme la renfoire. Hein. Mais qu'un démocrate algérien parle à un démocrate marocain, ça devient déjà suspect. Donc, j'ai fait une conférence l'année passée à Montréal, au mois de mai 2018, c'était là-dessus. Diaspora nord-africaine, évolution et potentiel démocratique de la synergie des diasporas. Bon. Mois d'avril, non, mai. Et donc, mon intime conviction, c'est qu'une partie des activités qui peuvent nourrir l'élévation de la réflexion et surtout l'efficacité de la perspective démocratique dans nos régions, c'est nécessairement la communication horizontale entre les trois diasporas. Chaque pays a évidemment ses contraintes, a sa juridiction pour l'instant, etc., etc. Donc merci d'être venu. Quant à ce que doit faire la diaspora algérienne, nous en avons parlé. Merci beaucoup et désolé d'avoir occupé votre question. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Saïd Saadi. Merci également à vous. Merci pour votre accueil chaleureux. Merci pour cet échange extrêmement intéressant.